BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici dans les blockchains et les cryptos, les pros des cryptos. Chez vous, chaque vendredi, bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver avec nos NFT à nous, nos talents non fongibles du vendredi. Ils sont là, Stanislas Barthélémy. Bonjour Stanislas. Bonjour Guillaume. Bienvenue, senior manager crypto et Web3 pour KPMG Finance. Thibaut Boutreau aussi nous accompagne. Bonjour Thibaut, directeur des opérations de Meria. On est ravis de vous retrouver à distance, Thibaut, depuis la Moselle. Et puis, avant de parcourir les principales actualités de la semaine, le sommaire dans un instant, Alexandre Baradez est avec nous lui aussi depuis IG pour mesurer le potentiel du Bitcoin et de l'Ether. Bonjour Alexandre. On est ravis de vous retrouver. Alexandre, vous êtes bien là? Alexandre est-il là? Eh bien, je suis bien là, je vous entends. Il est là, Alexandre, c'est parfait. Puis Thibaut aussi nous accompagne pour ceux qui nous suivent à la radio. Voilà, Thibaut est apparu en image, mais il est bien là lui aussi. Alexandre, donc sur le Bitcoin, on a une petite poussée là à la hausse. On refranchit à la hausse la barre des 60 000 $ après la publication tout à l'heure du rapport sur l'emploi aux États-Unis. Oui, c'est le gros chiffre attendu aujourd'hui. Alors, il y aura aussi la question de l'ISM Service, un des activités dans les services à 16h qu'on va quand même surveiller. Mais c'est un gros chiffre attendu parce que les derniers rapports sur l'emploi étaient tous très solides et du coup entretenaient la question du niveau des taux de la Fed. Pourquoi baisser les taux si les salaires progressent toujours aussi fortement, si le marché de l'emploi reste robuste et si l'inflation fait peu de progrès. Donc là, c'est la première statistique depuis pas mal de temps qui est plus favorable à la Fed, où les salaires progressent un peu moins fortement. On attendait 4,1 de progression, on a 3,9. On a un taux de chômage qui progresse un tout petit peu aux États-Unis, très léger, de 0,1%. Mais en termes de création d'emplois, c'est le chiffre le plus faible, je mets faible entre guillemets, mais le chiffre le plus faible depuis octobre. Et donc, ça détend les taux américains, ça détend le dollar. Et donc, mécaniquement, ça entraîne le Bitcoin un peu plus haut, vers la zone des 60, même 61 000 au moment où on se parle. Donc, ça, c'est le postulat court terme. Sur ce qu'on disait ces 2-3 derniers mois, quand on était à la zone des 70 000, il fallait choisir un camp, dire est-ce qu'on va pousser vers les 100 000 ou plutôt retracer. Nous, on avait dit, on a plutôt des arguments dans ce contexte où l'inflation était persistante, où la Fed avait plutôt un discours toujours assez musclé. On disait, il y a plutôt des arguments pour retourner dans la zone 50-60. On a fait 56 000 et quelques l'autre jour, donc je veux dire que l'objectif global est plutôt bien atteint. Il y a deux postulats à partir de ça. Premier, c'est que effectivement, les zones actuelles me semblent pas inopportunes pour racheter un peu de Bitcoin pour les investisseurs un peu patients, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à encaisser un peu de volatilité à court terme, à avoir quelques hésitations sans forcément de reprise rapide vers 73 000 ou même des plus hauts. Oui. Je pense que c'est un bon niveau. Si après vous me demandez, est-ce qu'on est certain qu'après ce rapport sur l'emploi, le point bas sur Bitcoin a été fait, j'en suis pas encore totalement certain. C'est-à-dire que je pense que c'est une zone qui n'est pas inopportune pour commencer à racheter du Bitcoin, mais pour un investisseur, encore une fois, qui peut être patient. Le risque, si vous voulez, si on parle un peu de ce qu'on appelle le seuil de douleur, c'est un terme assez classique sur les marchés, le seuil de douleur, c'est plutôt 50 000. C'est-à-dire que si ça devait à un moment donné capituler un peu plus fort, le marché pourrait aller chercher un 50 000. Qu'est-ce qui pourrait ramener ça ? C'est sûr que s'il y a des stats plus favorables comme l'emploi ou l'inflation ou autre, il y a peu de chances d'y aller. Si par contre, on a un bon rapport sur l'emploi, mais que les prochains chiffres d'inflation dans quelques jours sont pas terribles, ou que les indices d'activité dans les services restent forts, et parce qu'on sait que c'est là-dedans que se trouve l'inflation américaine, c'est là que ce niveau de 50 000 est toujours, si vous voulez, un risque. Donc je dirais 50 000, c'est un peu le risque absolu. En dessous de ça, je ne vois pas beaucoup de base pour y aller. Le niveau actuel, 55-60, c'est plutôt du bon niveau pour se repositionner à moyen terme. Voilà à peu près l'idée. C'est qu'on a quand même fait une bonne partie du retracement, je pense. Il y a toujours, il faut garder quand même une petite option de risque pour 50 000 au cas où. Oui, alors on parle beaucoup de ce rapport sur l'emploi américain parce que la publication de ce rapport sur l'emploi permet une détente du marché obligataire et on voit d'ailleurs l'hypothèse de baisse de taux de la Fed à nouveau repartir à la hausse. Le marché, là, depuis la publication de ce chiffre, le marché parie à nouveau sur 2 baisses de taux cette année de la Fed et évidemment ça a un impact sur plein d'actifs à risque, parmi lesquels alors le Nasdaq aux États-Unis qu'on attend en hausse tout à l'heure pour l'ouverture de Wall Street, mais aussi le Bitcoin donc qui accélère à plus de 61 000 $. L'Ether aussi en profite, 3100, un peu plus de 3100 $ en ce moment. Quels sont les prochains seuils techniques, Alexandre? Oui, alors c'est vrai que sur l'Ether aussi, si on regarde tout le rallye, vous voyez, qui avait touché aussi Bitcoin, ce rallye de janvier jusqu'à à peu près la mi-mars, sur l'Ether, on a corrigé un peu plus de 50% de ce rallye. Donc c'est quand même des niveaux de correction qui sont quand même très significatifs. On était monté à des 4100 $ quasiment au mois de mars, on est retombé à des 2008. La correction a été là, si vous voulez. On ne peut pas attendre, beaucoup plus. Si on se dit, effectivement, ça valait un peu cher à l'époque, le degré de correction qu'il y a eu entre-temps est suffisamment important pour
toujours reconsidérer les stratégies acheteuses sur les niveaux actuels. Mais c'est un peu comme pour Bitcoin. Si vous voulez. Si on doit définir un seuil qui peut être un seuil un peu extrême de capitulation, vous voyez, le marché pourrait taper avant de repartir, il me semble qu'on est toujours dans une zone, ce risque, il faut le placer dans la zone 2450-2005. Voilà. Donc c'est pas un risque absolu, si vous voulez, par rapport au niveau actuel, mais c'est comme pour Bitcoin. Je pense qu'il faut garder une option de risque. En gros, si on achète maintenant, il faudra encaisser un peu de volatilité jusqu'à 2500, c'est pas impossible, mais je pense quand même que le niveau moyen actuel des $3000 est un niveau assez pertinent pour se repositionner sur les stratégies moyen terme sur Ethereum. Alexandre Baradez pour IG, merci beaucoup Alexandre de nous avoir accompagnés. Et tout de suite, nos pros des cryptos, pendant une grosse vingtaine de minutes, on va reparcourir l'ensemble de l'actualité de la semaine, notamment parler de Coinbase qui a publié ses résultats hier soir. Quelles leçons en tirer? Ce que disent les résultats de Coinbase de la dynamique de l'univers crypto. CZ, lui, est désormais fixé sur son sort, une casse-prison pour 4 mois. Voilà ce qu'a décidé la justice américaine pour l'ancien patron de Binance, une peine quand même largement inférieure à ce que réclamaient les procureurs. Et puis du côté des stablecoins, l'USDT est finalement peut-être pas si inébranlable que ça, l'USDT. Il est en train de perdre quelques parts de marché face à d'autres stablecoins dollars. On va en parler sans oublier les levées de fonds. On a eu de nouvelles annonces cette semaine sur de possibles nouvelles levées de fonds dans l'univers crypto. Et puis aussi, puisqu'on est en phase de déclaration d'impôts, à nouveau des idées pour vous accompagner, vos plus-values crypto notamment, comment les déclarer. Nos pros des cryptos sont là. On est à vos côtés. Bienvenue à tous. On appuie sur On. Laissez-vous faire. Les pros des cryptos sont en route. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Stanislas Barthélémy pour KPMG nous accompagne. Bonjour Stanislas. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Thibaut Boutroux aussi depuis les bureaux de Meria. Bonjour Thibaut. Content aussi de vous retrouver. Alors on est content de voir le Bitcoin repartir un peu à la hausse. Effectivement, aujourd'hui on en parlait avec Alexandre Baradez il y a un instant. D'autant que le mois d'avril, on va se parler franchement Thibaut, le mois d'avril sur Bitcoin a été un mois clairement pluvieux, le pire mois depuis l'hiver crypto, avec moins 15% quasiment pour le Bitcoin sur le mois d'avril. Alors question simple, on l'a eu le halving, ça y est, et pourtant on est sur du moins 15% pour le Bitcoin en avril. Est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de malentendu entre les marchés et le Bitcoin ? Écoute, je ne crois pas qu'il y ait de malentendus. En fait, effectivement, on a eu un mois plutôt pluvieux. Il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. La première, c'est que cette tendance, elle n'est pas propre à Bitcoin et aux cryptos. Si on regarde un petit peu les marchés financiers, on a eu un mois d'avril qui a plutôt été dans le rouge. Donc déjà, ce n'est pas un phénomène qu'il faut généraliser sur les cryptos. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre ? Ça nous dit d'autre que sur les précédents halvings, on l'a dit d'ailleurs plusieurs fois sur ce plateau dans les dernières semaines, le halving n'est pas un point où le marché se dynamise généralement et on a plutôt des semaines et mois qui sont généralement calmes sur les cours après le halving. Et cet halving-là ne fera pas exception à la règle puisque depuis le halving, effectivement, il ne se passe pas grand-chose sur les cours, une petite baisse, mais globalement, on ne repart pas à la hausse tout de suite. Et ça, c'était plutôt quelque chose qu'on pouvait attendre. La troisième chose que ça nous dit, c'est que ça veut dire qu'on était dans le vert depuis aussi un moment, depuis 2022. En fait, quand on regarde, on a une tendance haussière avec une grosse verticale depuis 2023. Et donc, ce n'est pas incohérent de voir à un moment donné certains investisseurs qui se sont positionnés plus tôt récupérer une partie des bénéfices. Et finalement, cette respiration qu'on a sur le marché, elle est potentiellement même saine sur du moyen long terme pour repartir. Et d'ailleurs, on retrouve une certaine similitude entre l'année 2024 et l'année 2021. Si on regarde en 2021, à la fin du premier trimestre, on avait été chercher très haut, quasiment les 60 000 $. On était redescendu avril-mai à 40 000, puis même à 30 000 durant l'été, avant d'aller finalement chercher le précédent ATH de Bitcoin autour de 70 000 en novembre 2021. Est-ce qu'on va se retrouver dans la même configuration cette année ? On ne peut pas le dire, mais en tout cas, il n'y a pas de malentendu et il n'y a pas de matière à s'inquiéter, en tout cas pour moi à l'heure actuelle. Et comment, Stanislas, comment la collecte des ETF Bitcoin a-t-elle encaissé quand même cette forte baisse du cours ? Si on retrace les 4 derniers mois, le mois d'avril était un mois de sortie puisqu'il y avait la conversion d'un fameux ETF qui s'appelait le GBTC. Février-mars, forte progression notamment portée par les ETF de Fidelity et de BlackRock. Et ce qu'on constate quand même sur avril, c'est que les outflows, donc ce qui sort des ETF, dépasse ce qui est rentré sur les ETF. Alors il y a quand même une bonne prestation de BlackRock, mais il y a toujours cette saignée du côté de Grayscale, donc du GBTC. Et spécifiquement depuis 4 jours, maintenant dans mai, on a une sortie qui commence à concerner d'autres ETF. Alors ça reste
on va dire circonstanciellement assez petit. C'est 400 millions qui sont sortis sur les derniers jours, dont par exemple 200 millions pour Fidelity ou 40 millions sur BlackRock. Ce qui est peu commun quand même sur les 4 derniers mois, c'était plutôt du côté du GBTC que ça sortait. Alors je mets ce petit haut là, mais ça reste quand même une bonne performance pour l'ETF. Il a été lancé le 11 janvier. Aujourd'hui, si on prend une base 100 au moment du lancement, on est toujours à 30% de gains potentiels et 400 millions de sorties sur les 2-3 derniers jours. C'est moins d'1% des 52 milliards qui sont aujourd'hui dans tous les ETF. Donc à suivre, mais rien de bien important ou du moins dangereux pour la suite. Alors pour essayer de mesurer justement l'état de l'écosystème, alors que quand même Bitcoin a vécu, c'est vrai, son pire mois depuis 2022, on regarde les résultats des entreprises et les perspectives telles que les entreprises de l'écosystème les annoncent. Coinbase, la plateforme, a annoncé hier soir ses résultats aux États-Unis. Ça a l'air favorable et positif puisque Coinbase, on suivra l'ouverture de Wall Street tout à l'heure en direct à 15h30. Si vous nous suivez ce week-end, vous savez qu'on est en fait diffusé en direct et puis vous nous retrouvez là en replay ou podcast effectivement. Mais Coinbase est attendu à l'ouverture en hausse de 8,5% à Wall Street. Elle est si bonne que ça, la publication hier soir de Coinbase, Thibaut? Tout à fait, c'est des résultats qui étaient attendus. Alors on s'attendait à ce qu'ils soient bons au vu du premier trimestre qu'on a eu sur l'écosystème, les ETF, les points hauts retrouvés, le nouvel ATH Bitcoin. Donc on s'attendait à des bons chiffres. Ils sont au-delà finalement quand même des prévisions qui avaient été faites. On est à 1,6 milliard de chiffre d'affaires, 1,1 milliard de bénéfices réalisés sur le trimestre. Donc c'est des chiffres qui sont très bons. L'enseignement, ça nous dit que finalement c'est un peu la concrétisation et la matérialisation de ce premier trimestre sur finalement les performances des sociétés crypto. Et d'ailleurs, à mon avis, on n'a pas les chiffres de toutes les entreprises, mais moi quand je regarde par rapport aux performances qu'on sort sur Meria, dans la proportionnalité, on est sur des ratios de croissance qui sont similaires. Donc c'est un petit peu cette concrétisation qui remet finalement l'écosystème crypto sous les projecteurs. Donc c'est une bonne chose. Et le chiffre, moi, que j'ai retenu, que j'ai trouvé intéressant, donc sur la partie custody, à la fin du premier trimestre, ils sortent avec 171 milliards sous conservation de crypto, donc ça c'est colossal. Oui, parce qu'aussi les ETF crypto, les bitcoins, ce sont eux chez Coinbase qui en conservent la majorité, c'est ça? Exactement, ETF et l'argent institutionnel aussi chez Coinbase. Alors très bien, bien sûr, c'est une immense plateforme Coinbase, la plus grande cotée sur les marchés, c'est pour ça qu'on a cette transparence aussi sur la publication. Ça c'est l'avantage de la bourse, les groupes cotés ont un certain nombre d'obligations réglementaires de transparence sur leur état de santé et donc cette publication qui sera sans doute accueillie favorablement à l'ouverture de Wall Street. Ceci dit, Stanislas, tout n'est pas rose. Il reste toujours la question de la sécurité de vos cryptos quand vous investissez sur ces plateformes centralisées. Une organisation d'ailleurs qui répertorie l'ensemble des attaques informatiques alerte sur des fuites de données potentielles chez Coinbase et chez Binance. C'est la contrepartie de passer par des tiers centralisateurs. Aujourd'hui, avec ces euros, ces dollars pour acheter de la crypto, il faut passer par ces entreprises, qu'elles soient grandes avec Coinbase ou les petites entreprises françaises. Et le risque, c'est évidemment de passer par tout ce qu'on appelle le KYC, c'est-à-dire de donner son identité, ses documents d'identité liés à son adresse personnelle, etc. Et malheureusement, le risque zéro n'existe pas en matière de cybersécurité et il y a de forts soupçons, en l'occurrence, sur des hacks qui concernent Binance et Coinbase, qui concernent quand même des centaines de milliers d'identités. La résultante de tout ça, c'est qu'on se retrouve avec des sets de données qui circulent potentiellement sur le darknet, qui peuvent être achetés. Et là, c'est, on va dire, le pot de confiture dans lequel on peut mettre la main. Puisque si des personnes mal intentionnées ont accès à ces données qui sont très personnelles, puisque c'est l'identité, presque les numéros de téléphone, nom, prénom, c'est là où on peut envoyer des courriers, passer des messages et essayer justement de faire des attaques de phishing, comme il en existe d'ailleurs par-delà la crypto et le Web3. C'est du moment qu'on passe par Internet et qu'il y a des bases de données et qu'elles peuvent être hackées, on est à risque, mais c'est encore plus le cas pour la crypto où c'est son argent qui est en jeu. Et du moment qu'on fait une erreur et qu'on envoie sa crypto à un fraudeur, là on la retrouve pas. C'est pas comme la carte bleue où éventuellement avec les assurances on peut jouer. Donc c'est malheureusement aujourd'hui le lot de beaucoup d'entreprises, même de certaines entreprises dont c'est le métier de faire la sécurité, comme Coinbase qui quand même encore une fois sécurise l'argent de ses clients. Et c'est assez regrettable et il faut redoubler d'attention vis-à-vis des messages que vous pouvez avoir. L'actu crypto de la semaine, chaque vendredi, on la récapitule en une vingtaine de minutes et puis vous pouvez aussi la vivre au jour le jour du lundi au jeudi à 15h sur BFM Business avec Amaury de Tonquédec dans BFM Crypto, le club. CZ, c'est la grande actualité de la semaine quand même. L'ancien patron, justement, on parlait des plateformes centralisées, l'ancien patron de Binance, ça y est, CZ est fixé sur son sort face aux accusations liées au blanchiment. En tout cas, pas assez de mesures anti-blanchiment chez Binance. Et bien finalement, CZ écope de 4 mois de prison aux États-Unis. 4 mois, c'est beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. C'est 9 fois moins que ce que réclamaient
les procureurs. Finalement, la sentence, la justice américaine se montre clémente vis-à-vis de CZ, Thibaut? Oui, c'est ça, effectivement. Le verdict est tombé, donc 4 mois de prison pour CZ. C'est beaucoup moins, comme vous l'avez dit, que ce qui avait été préconisé par le procureur. La réalité, c'est que la préconisation des procureurs, elle était assez disproportionnée aussi. Hein. Donc, effectivement, la sanction, elle est plutôt clémente, mais si on avait été jusqu'aux 36 mois, ça aurait été quand même beaucoup. Et d'ailleurs, ça nous rappelle un procès qui avait eu lieu il y a 2 ans, celui de Arthur Hayes, qui était le cofondateur de BitMEX, qui était jugé pour des faits relativement similaires. Et il avait eu plusieurs mois de probation, donc il n'avait pas non plus été jusque ces 36 mois qui avaient été préconisés par le procureur. Après, si on veut revenir sur le procès, c'était intéressant de constater, il y a eu plein de paradoxes dans ce procès qui a été très médiatisé. Le premier, ça a été le paradoxe entre le traitement qu'il a eu dans la presse traditionnelle et la presse crypto, puisque dans la presse crypto, CZ a jamais été, entre guillemets, considéré comme le méchant, entre guillemets. Il a même plutôt été très largement soutenu par les médias crypto, là où dans la finance rationnelle, on a utilisé ce procès pour faire beaucoup de sensationnel. Et il y a eu un autre grand paradoxe, c'est la différence entre la défense qui a été mise en place par SBF et CZ. Alors, c'était des faits qui sont totalement différents, mais on parle quand même de 2 géants de l'écosystème crypto qui ont été jugés récemment. Et on a vu un CZ beaucoup plus serein, avec une défense beaucoup plus maîtrisée. Et peut-être ça aussi qui justifie la clémence de la justice. Il a plaidé coupable, il est arrivé avec beaucoup d'humilité, même sur les réseaux publiquement. Il a affirmé plusieurs fois s'être trompé, il a reconnu ses faits. Il a dit que la crypto entrait dans une nouvelle phase où la réglementation était importante. Donc je pense que d'avoir joué le jeu de cette manière a aussi été en sa faveur. CZ s'en sort plutôt pas mal. Donc 4 mois de prison, effectivement, il devrait purger ces 4 mois dans une prison près de l'aéroport de Seattle. Alors on parlait de la semaine dernière aussi de l'arrestation du cofondateur de Samurai Wallet, arrestation qui pose beaucoup de questions dans l'écosystème. Mais finalement, il a été libéré, alors libéré pas gratuitement, sous caution, une caution d'un peu plus d'$1 milliard. Non, 1 million, faut pas exagérer, 1 milliard. $1 million, Stanislas. Effectivement, ce développeur qui s'appelle Keoni Rodriguez, il a été mis en liberté, mais je veux dire conditionnelle, alors pas sûr que ce soit le bon terme, mais contre une caution de $1 million. Il y aura quand même une prochaine audience le 14 mai. Il encourt 25 ans de prison et rappelons quand même qu'il était un des cofondateurs et développeurs derrière ce qu'on appelle Samurai Wallet. C'est un portefeuille Bitcoin auquel étaient associés des services de mixeurs pour essayer justement de casser la transparence et la traçabilité des flux Bitcoin. Et c'est ça qu'il leur est reproché, c'est que ce service aurait été utilisé pour faire du blanchiment à un volume à peu près de $100 millions, si on en croit la justice américaine. C'est typiquement lié à Tornado Cash, l'affaire Tornado Cash qui avait déjà eu lieu avec ce mixeur sur Ethereum, mais la logique est la même, c'est l'idée de faire un mixing et donc de masquer ces traces. Et en l'occurrence, on va dire qu'ils n'ont pas été malins dans la forme, parce qu'on voit des posts Twitter, et ils se sont fait un peu avoir pour ça, où en l'occurrence ils disaient au monde qu'ils contrevenaient aux règles sur la fraude et le blanchiment, etc., en disant bienvenue aux nouveaux oligarques russes qui vont utiliser notre Samurai Wallet. Donc philosophiquement, je suis complètement d'accord. Dans la forme, ils ont quand même tendu le bâton pour se faire battre, et encore une fois, ils méritent absolument pas ça, et ça pose des questions fondamentales sur le code que peuvent déployer les développeurs et les fins derrière que peuvent les utilisateurs utiliser. Libéré sous caution donc pour $1 million, effectivement. Alors où vais-je ? C'est l'objet de la question crypto qui claque cette semaine. Chaque semaine, effectivement, on vous pose une question qui fâche et qui claque sur nos réseaux sociaux. Vous entendez la petite musique qui fait peur ? On vous interroge notamment sur notre fil X BFM Crypto. Stanislas et Thibaut, êtes-vous prêts ? Prêt. Voici la question qui claque. Et vous investissez pourquoi dans les cryptos ? Est-ce que vous investissez, que ce soit en Bitcoin, en Ether ou sur d'autres cryptos, pour le fun ? Est-ce que c'est pour devenir rentier ? Pour être hors système ? Ou encore, 4e option, est-ce que vous investissez pour au final vous appauvrir ? Parlons franchement. Cette question, vous la soumet sur nos réseaux. Vous êtes nombreux d'ailleurs à participer et répondre. Je vous laisse une seconde de réflexion, Stanislas. Une seconde de réflexion à vous aussi, Thibaut. Stanislas, pourquoi investir dans les cryptos, honnêtement, entre nous ? Ce serait culotté de dire pour être hors système quand on travaille chez KPMG, mais plutôt pour être rentier et pourquoi pas joueur de padel professionnel. Ah, c'est les JO là. Thibaut, à quoi bon ? Pourquoi investir dans les cryptos ? Alors moi, c'est pas pour le paddle, mais effectivement, plutôt pour s'enrichir et pour beaucoup de conviction. Ouais. Vous aussi, chez vous, vous avez peut-être un avis tranché, aussi tranché que nos pros des cryptos. N'hésitez pas à participer sur nos réseaux sociaux, donc notre fil BFM Crypto, notre fil X. Commentez aussi, laissez-nous vos commentaires
Vos commentaires en commentaire, c'est complètement idiot. Vos arguments en commentaire, ça passera mieux comme ça. Et on rebondira dessus, bien sûr, dans les pros des cryptos. On est ensemble encore pour 7-8 minutes. Ouais. Et vous êtes d'ailleurs nombreux à avoir déjà voté. Et vos réponses, on va les observer ensemble en direct. Pour quelle option avez-vous voté? Pourquoi investissez-vous en crypto? Est-ce que c'est pour le fun? Est-ce que c'est pour devenir rentier, être hors système ou vous appauvrir? C'est pour devenir rentier. À 36%, juste devant, être hors système quand même, à 23%. Il y a toujours ce mythe ou pas? C'est le mythe du hors système à travers les cryptos? C'est une réalité en l'occurrence. L'un n'empêche pas l'autre. Mais l'idéologisation des détenteurs de crypto, quand même, elle se réduit de plus en plus. Ça, c'est l'étude Adan qui le montre, c'est qu'aujourd'hui, les détenteurs de crypto votent à peu près comme les Français en moyenne. Oui. Alors, il faut déclarer vos cryptos. Hein. On le dit quand même à tous ceux qui nous suivent et nous regardent, déclarez vos cryptos. D'ailleurs, le ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, ne rigole pas avec ça. Il a confirmé cette semaine, Thibaut, que les actifs crypto dissimulés allaient devenir une cible d'un nouveau projet de loi destiné à lutter contre les fraudes. Qu'est-ce qui s'annonce concrètement, Thibaut? Ouais, sans surprise. Hein. Donc là, cette sortie, elle intervient dans une temporalité où on est en plein dans la période de déclaration, où on a eu des cryptos qui ont été très médiatisés sur le début de l'année avec les sommets retrouvés. Et en fait, ce qui a interpellé le ministre, et c'est la raison de sa sortie, c'est que on a plein d'études qui montrent que l'adoption crypto, finalement, elle vend en poupe. En fonction de l'étude de la BCE, l'étude de KPMG avec l'Adan, on parle d'une dizaine de pourcents de Français qui détiendraient des cryptos. Et quand on regarde le nombre de déclarations crypto qui sont faites sur le plan fiscal, on est à 150 000. Donc effectivement, il y a un delta qui est assez incompréhensible du côté du ministère. Alors, même si on le rappelle, ceux qui doivent déclarer, c'est uniquement ceux qui ont des comptes à l'étranger et ou qui ont fait des cessions crypto contre des euros. Mais même si on élimine toutes ces personnes-là, il y a quand même un delta. Après, moi, ce que j'ai reproché à sa sortie, c'est que le constat qu'il a fait, au lieu de se poser la question de pourquoi ce chiffre est si bas, ils ont tout de suite déclaré on va faire la chasse à ceux qui déclarent pas les cryptos, on va mettre plein de choses en place pour les retrouver, au lieu de se dire peut-être que finalement si ce chiffre il est si bas, c'est que le cadre fiscal il est peut-être pas assez adapté, il est peut-être trop compliqué, peut-être que les Français ne l'ont pas compris. D'ailleurs c'est un petit peu ce qui ressort des études, donc je l'aurais plutôt pris par l'angle là. Donc il y a des directives qui vont être mises en place. Hein. Nous par exemple les différents PSAN, on va devoir communiquer différentes informations aux instances fiscales. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver et c'est finalement la logique de toute cette réglementation qui se met en place. Mais là où pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de travaux qui sont mis en place, c'est sur le fond finalement, le comment déclarer ces cryptos. On a aujourd'hui un cadre qui est l'un des plus anciens, mais qui reste aujourd'hui, mine de rien, l'un des moins adaptés à la réalité du terrain. Donc il va quand même falloir sérieusement se poser des questions sur ce sujet-là parce que on s'en rend compte, il y a de plus en plus de Français qui ont des cryptos et on a un cadre qui n'est pas adapté aujourd'hui. Effectivement. Alors on peut stabiliser ces gains en crypto en passant par la case stablecoin. Hein. C'est possible et beaucoup d'investisseurs d'ailleurs le font. On va parler de cette bataille des stablecoins justement. L'USDT de Tether est depuis des années le grand stablecoin dominant du marché. Mais les choses évoluent et sa dominance, même si elle reste importante, elle tente à se réduire un petit peu. D'après Visa, l'USDC de Circle a dépassé en volume l'USDT Tether en l'occurrence, Stanislas. Ils appliquent quand même leur propre méthodologie. C'est-à-dire que si on repart de la base, quand on parle de market cap, c'est-à-dire le nombre de stablecoins pour Tether ou pour Circle en circulation, là il n'y a pas de débat. L'USDT c'est 112 milliards, l'USDC c'est 33 milliards. Wow. Et Visa justement propose son propre outil d'analytique de ce qui se passe sur les flux on-chain, donc directement sur les blockchains, sur toutes les blockchains comprises. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils appliquent une méthodologie où ils retraitent ces volumes en disant toutes les transactions complexes qui ont besoin de certains smart contracts, on les enlève. Et toutes les transactions où on voit que c'est potentiellement des bots ou que c'est à un temps avec une périodicité équivalente, ils enlèvent. Et s'ils enlèvent avec cette méthodologie ces deux facteurs, on trouve en effet que sur la semaine dernière, il y avait 400 milliards de volume sur l'USDC et un peu plus de 80 milliards sur l'USDT. C'est une méthodologie. Oui. On peut regarder autre chose, une autre métrique qui est intéressante, ce qu'on appelle la vélocité. C'est-à-dire, on regarde le taux de circulation des stablecoins par jour divisé par la market cap et en fait, on trouve quelque chose de sensiblement quasiment équivalent entre l'USDC et l'USDT. Donc, en tout cas, ce que je retiens dans cette histoire, c'est plus que Visa a envie de se mettre de plus en plus sur le sujet des stablecoins puisque c'est un sujet paiement. Donc évidemment qu'eux regardent dans la suite de Stripe qui a fait des annonces encore il y a peu. La méthodologie, je la trouve intéressante, mais elle me pose encore quelques questions. Donc je ne ferai pas de grandes conclusions sur cette étude-là. Bon, l'USDT de Tether qui, en dehors de cette méthodologie, reste quand même très très dominant a priori face aux autres stablecoins, même si on voit cette montée en puissance de l'USDC de Circle et aussi Thibaut du FUSD.
C'est ça. De toute façon, on a une concurrence qui est en train de s'intensifier dans les stablecoins et la réglementation qui arrive. J'allais dire, elle change les règles du jeu. J'ai presque envie de dire plutôt qu'elle pose en fait des règles du jeu parce que jusque-là, il n'y en avait pas tellement. Donc on voit différents stablecoins qui tirent un petit peu leur épingle du jeu différemment. Donc là, en l'occurrence, le FDUSD, il bénéficie de programmes de trading avec des frais réduits sur les grosses plateformes comme sur Binance. Mais on voit aussi USDC qui gagne beaucoup de parts de marché. Je crois que j'ai vu des chiffres circuler où ils étaient à 1%. Il y a quelques années, ils sont quasiment à 10% de parts de marché. Donc effectivement, on voit d'autres stablecoins gagner du terrain. On voit que ça se dilue un petit peu pour l'USD, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus pour l'industrie. La réalité, c'est que quand on regarde aussi, quand on parlait tout à l'heure de résultats du premier trimestre, quand on regarde les résultats du premier trimestre de Tether en termes de bénéfices, plus de 4 milliards de bénéfices sur ce premier trimestre, ils sont encore très solidement sur le marché et avant de les détrôner, il va falloir encore un petit peu de temps. Merci à nos pros des cryptos. Il y a un petit mot vraiment rapide sur Solana quand même, parce que c'est un carton Solana depuis quelques semaines et on a des chiffres qui montrent que les institutionnels en détiennent de plus en plus. Il y a le Bitcoin, il y a l'Ether, puis il y a la Solana qui monte aussi dans les portefeuilles des institutionnels désormais, Stanislas. Effectivement, CoinShares a fait une petite étude auprès des institutionnels et qui montre que Solana est le 3e actif cité, alors loin derrière Bitcoin et l'Ether quand même. Et ça va de pair avec ce qu'on avait vu dans l'étude Adan KPMG. Solana, pareil, a fait une grosse progression. Je pense qu'il y a un effet conjoncturel, ce que j'appelle l'effet prix, c'est quand on regarde au moment où l'étude a été faite, que ce soit pour cette étude retail avec l'Adan ou l'étude institutionnelle avec CoinShares, ce qu'on voit c'est que c'était le moment où c'était l'actif qui faisait le plus de plus-value ou du moins le plus de hausse de cours. Donc il y a un effet là-dessus à voir dans quelques années si c'est toujours le cas. La blockchain Solana n'est toujours pas économiquement viable, mais ça c'est un autre sujet. On aura le temps et l'occasion d'y revenir. Merci à nos pros des cryptos, Thibaut Boutroux depuis les bureaux de Meria, Stanislas Barthélémy pour KPMG France. Merci beaucoup. Bon week-end. À retrouver les pros des cryptos aussi sur la chaîne YouTube BFM Crypto. Merci messieurs et un grand merci à Alexandre Baradès qui nous accompagnait tout à l'heure depuis IG. BFM Business, BFM Crypto, les pros.